Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous qui n'hésitez pas à commenter et à encourager toutes ces personnes qui se livrent à nous, qui n'hésitez pas à donner vos points de vue, vos arguments, votre façon de voir les choses. C'est très important parce que généralement, les personnes qui partagent leurs histoires sont touchées, rappellent pour dire merci, rappellent pour dire qu'ils voient maintenant la situation d'une autre façon. On essaie de faire au mieux pour s'entraider, se soutenir mutuellement. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à encourager notre jeune frère qui nous a confié son histoire personnelle, qui le dérange avec sa copine. C'est lui qui a du mal à épouser sa fiancée parce que sa fiancée raconte à tout le monde que lui, il est très performant, que lui, vraiment, quand c'est dans les quatre murs, vraiment, c'est un exploit. Merci à vous tous. Je sais que vous êtes nombreux, des papas, des mamans, qui n'avaient pas hésité à écrire, qui n'avaient pas hésité à appeler, à laisser des voices, à laisser des messages. C'est vraiment ça le but de la chaîne. Nous sommes là pour nous encourager. Il y a des plus âgés, il y a des plus jeunes, des plus faibles. Nous sommes là pour nous soutenir, nous redonner, nous faire voir la vie d'une autre façon. C'est pour ça que notre maman, merci maman, notre maman nous a contactés depuis l'Afrique du Sud. Maman Fifi, merci beaucoup pour ton partage, merci pour ton histoire qui est assez inquiétante et qui demande vraiment un encouragement. Si moi je vais dire ça comme ça, mais sinon on va entendre ce que la team va nous commenter et va nous recommander. Notre maman Fifi, c'est une maman de la team. C'est une maman, c'est une maman qui est là déjà, ça va faire 1 an. Ça veut dire que c'est une ancienne maman. Elle nous contacte parce qu'elle dit, c'est pas qu'elle se soulage, mais elle s'apaise avec des histoires qu'elle entend ici chez Kabibi Show. Elle dit, Kabibi, ça m'a donné la force pendant longtemps, mais je commence à lâcher. Avec les commentaires, maman Fifi, c'est une maman qui lit les commentaires des différentes vidéos qu'on écrit. C'est pour ça que quand vous écrivez les commentaires, il faut savoir que même quand quelqu'un vient lire ça dans 3 mois et que nous sommes déjà passés à autre chose, il lit ce que vous avez écrit. Ça peut l'aider comme ça ne peut ne pas l'aider. Ça peut l'enfoncer dans sa situation et tout. Vraiment, soyez consciencieux quand vous écrivez les commentaires. Vous vous adressez à des personnes, non seulement à elles, mais aussi à des personnes qui ont des problèmes similaires. Elle dit, elle lit beaucoup les commentaires, elle lit tous les commentaires. Elle dit d'habitude, moi je suis une fille de caractère, j'ai mon charisme, je sais ce qu'il me faut, ce qui est bien pour moi. Mais si tu vois, je viens te raconter mon histoire, c'est que je me dis, bon, avec toute ma connaissance ici, mais j'ai aussi la frustration, j'ai la pression, je veux voir comment les gens voient ma situation extérieurement, comment les gens la jugent, comment les gens peuvent me conseiller. Mais sinon, elle a déjà ses idées. Elle a déjà ses idées. Son idée, c'est de quitter le mariage. Ça, je vous dis déjà au début de l'histoire. Son idée, c'est de quitter le mariage, mais elle se demande si c'est... Bon, elle veut savoir si ce n'est pas une bêtise. C'est pour ça qu'elle vous raconte son histoire. Mais sinon, elle a l'intention de quitter ce mariage-là parce qu'elle trouve qu'il y a trop d'humiliation, trop de elle n'en peut plus. Mais les femmes, parfois, elles sont émotionnées, elles sont sensibles aux situations. La situation d'aujourd'hui, là, ça te met dans tous tes états, tu veux tuer les mariages. Alors que la semaine prochaine, ils vont s'appeler les mêmes maris. On a vu les femmes quitter les hommes qui sont partis faire un tour et puis elles reviennent accoucher avec le même homme. Donc, ça s'est fait beaucoup. Maman Fifi nous dit ceci.
Maman Fifi est congolaise du Kinshasa. C'est une Zaïroise. C'est une maman de Kin. Elle dit qu'Abibi, je viens d'une famille normale. Mes parents, en tout cas, mes parents se sont aimés. Mon papa aimait notre maman. Il nous a accouchés. On était là. Donc, elle dit, chez eux, elle avait son petit frère Eddie. Son petit frère Eddie, là, c'est lui dont on va parler, hein, parce qu'il a eu des problèmes à cause d'Eddie. Mais sinon, maman Fifi, chez eux, ils sont plusieurs, ils sont 8. Maman Fifi n'est pas l'aînée. Elle a des grands frères et des grandes sœurs. Mais elle a son petit frère Eddie. Eddie vient juste après elle. Donc, il y a Fifi, il y a Eddie parmi les enfants. Quand ils ont grandi, elle n'était pas spécialement proche d'Eddie. C'est la famille, tout le monde est proche de tout le monde si on en a envie. Donc, ils grandissent comme ça et ils évoluent. Elle, dans le quartier, elle rencontre une amie, une fille de son quartier avec qui, parce qu'à un moment, on l'a mis au lycée. Quand on l'a mis au lycée, elle rencontre Solange. Solange, c'est une fille de son quartier, à la base, mais qui est dans le même lycée qu'elle. Donc, avec Solange, elles deviennent des copines. Les lycées au Congo-Kinshasa, hein, c'est des écoles où il n'y a pas de garçons. Donc, tes parents jugent bon qu'ils peuvent te mettre dans un lycée. Comme ça, tu es concentré qu'aux études. Tu n'as pas d'embrouille parce que les écoles mixtes, là aussi, les garçons, là, quand ils ont 15 ans, c'est comme ça déranger les filles. Donc, il y a des parents qui résolvent leurs problèmes comme ça en mettant leurs filles au lycée. Donc, au lycée, elle devient amie avec Solange parce qu'elles rentrent à pied ensemble. Là où ils habitent avec les lycées, on va dire c'est 35 minutes, 40 minutes de marche. En Afrique, les gens marchent beaucoup. Donc, à l'école, elles rentrent ensemble à pied. C'est là qu'elles se sont familiarisées. Elles se sont connues avec Solange peut-être à 14 ans, les filles du lycée. Amitié, amitié, amitié. Quand elles grandissent, chacun commence à frapper de sa façon dans les quartiers. Elle dit, elle, pour sa part, elle a eu des dérangements, les garçons l'embrouillent, les lettres d'amour, des choses comme ça. Mais il y a un particulièrement, Raphaël. Elle ne m'a pas dit si c'est le premier, si c'est le deuxième ou quoi que ce soit. Elle m'a dit Raphaël. À un moment, elle tombe amoureuse d'un garçon, Raphaël, qui est un garçon de leur quartier. Elle est au lycée. Raphaël ne peut pas être au lycée parce que c'est le lycée des filles. Ça veut dire que c'est un garçon du quartier. Dans les quartiers, ça c'est brut chez eux et tout ça. Hey, toi, tu commences à sortir avec Raphaël et tout ça. La maman ouvre les gros yeux parce qu'elle dit que on va m'amener la grossesse de Raphaël ici. Elle sort avec Raphaël, il cache, mais quand même, hein, les gens savent, les gens sont au courant. À cette période-là, Solange commence à sortir avec un garçon qui s'appelle Géry. Géry aussi, c'est un autre garçon du quartier voisin, mais qui commence à venir dans leur quartier parce qu'il sort avec Solange, sa meilleure copine. Donc, elle a Raphaël, l'autre a Géry. L'amour avec Raphaël est devenu tellement fort que les gens ont remarqué, vu que ce sont des gens du même quartier. Les parents de Raphaël ont remarqué que Raphaël a changé. Raphaël a arrêté, ce soit des voyous qui voulaient commencer là. Ils se sont dit que c'est parce que Fifi, elle m'a dit, on l'appelle Ya Fifi, mais elle s'appelle Fifi. Elle dit, depuis que tu es avec Ya Fifi, les parents ont remarqué que là, c'était turbulent. Mais on dirait Fifi l'a fait asseoir. Donc, Fifi, là, la maman de Raphaël était maligne. Elle a compris que mon fils sort avec cette fille-là. Depuis qu'il la fréquente, il a changé, il s'applique et tout. Ça doit être une bonne fille. Donc, Fifi ici, malgré son jeune âge de 17 ans, quand elle allait chez Raphaël, on l'acceptait. On l'acceptait. Raphaël était plus âgé qu'elle. Raphaël venait de commencer l'université, la première année. Donc, on l'acceptait, la maman acceptait, Jean, tu es la fiancée, mais tu as 17 ans. Fifi allait chez Raphaël, c'est dans les quartiers. La maman de Fifi était honorée. Ça veut dire que tu as bien éduqué ta fille parce que la maman voisine du quartier, officiellement, reçoit ta fille. C'est quand même un honneur, on ne tape pas ta fille dans les coins, dans les tunnels et des rues. Donc, tout le monde les connaissait ensemble. Solange aussi, on la connaissait avec Géry. Qu'est-ce qui se passe? Fifi, elle est dans sa dernière année pour avoir le bac. Raphaël, ici, son fiancé. Son oncle, ou c'est le cousin de sa mère, ou c'est quoi que ce soit, quelqu'un de la famille, qui est il est où? Qui est en Angleterre, décide de faire venir Raphaël en Europe. Pendant que Raphaël a déjà passé de première à deuxième économie à l'université. On décide de l'amener en Angleterre. C'est l'Europe. Donc,
En Afrique, ça avait beaucoup de valeur à l'époque, là, que quelqu'un va aller en Europe dans votre maison. La maman accepte. Elle ne tient pas compte qu'il est à l'université, il peut terminer, devenir un monsieur qui demain, il peut comme ça aller en Europe comme il veut. Donc, on accepte, on prend Raphaël, on les livre. Quand on livre Raphaël comme ça, qui part en Angleterre, elle, Fifi, elle entend de passer son bac. Ça veut dire que ça la perturbe. Dans les quartiers, tout le monde les connaissait, ça fait peut-être 2 ans d'amitié, des relations amoureuses. Fifi et Raphaël partent. Fifi est passée accompagner Raphaël jusqu'à l'aéroport. Ils ont pleuré. Ils ont chanté même la chanson là. Oh, fela nakei poto koluka vi, pasele kie nakei komekanzoto. C'est la chanson de Madilou, je ne sais pas quoi, là j'ai oublié, mais je connais la chanson. Elle me dit, Kabibi, tu connais la chanson de Ophéla. Ophéla, soki mokolongo, soki nini wana et tout ça. C'est une chanson d'amour. C'est une chanson de quelqu'un qui part en Europe se chercher. En tout cas, quand j'étais petite, j'aimais la chanson là. Malgré que je suis devenue sœur en Christ, je connais. Ah, je vais faire semblant. Je connais la chanson là, Ophéla. Je la connais. Faut pas venir que maman Kabibi, tu es une sœur en Christ. Donc j'ai gommé ma tête. Vous aussi. Je connais la chanson de Ophéla. Donc, Ophéla, passer qui est tout ça. Ah, la chanson là était trop belle. Donc elle dit Kabibi, tu vois la chanson là de Ophéla. Moi, j'ai pleuré comme Ophéla. Ophéla à l'aéroport, Ophéla pleurait, son mari partait chercher la vie en Europe. C'était ça que la chanson disait, que je reviendrai, je n'ai pas cherché la vie et tout ça. Elle a pleuré Ophéla à l'aéroport d'Engil. Raphaël a pris l'avion, il est parti, il a dit qu'il part chercher la vie, il viendra l'épouser. Elle est restée perturbée. Elle était en dernière. Elle devait avoir le baccalauréat. C'est comme ça qu'elle a raté son bac. Elle n'était plus concentrée. Tout le monde a compris, que ce soit ses parents, que ce soit les gens du quartier. Quand elle est restée, la maman de Raphaël disait viens à la maison et tout ça, mais elle souffrait de... Elle dit Kabibi, tu vas à la maison, tu restes avec eux jusqu'à ce que tu aies terminé la visite. Raphaël n'est pas là. Elle dit ça me brisait encore plus. J'avais mal au cœur. J'ai maigri comme quelqu'un qui est parti se faire opérer l'estomac. Maigri, donc si j'avais 60 kilos, je suis arrivée à 42 kilos. Maigri. Les gens étaient étonnés, les gens me comprenaient dans les quartiers, je faisais pitié. J'ai raté les bacs. Quand je rate les bacs, on me dit de recommencer. À la maison, je recommence les bacs. Moi, vraiment, je suis ce qu'on dit. On a eu pitié de moi, on m'a repêché. Moi, j'ai eu mon bac avec 50%, même pas 50,1. 50,00. Donc, ça veut dire que tu avais eu 48. On a dit c'est l'émotion, on te donne 50. Moi, je sais ce qu'on appelle récupérer. C'était la deuxième fois que je fasse le bac. Quand j'ai eu le bac là, c'était à 19 ans, 20 ans. J'ai mon baccalauréat. Je suis dépassée. Raphaël est parti. Raphaël m'écrit les lettres. Raphaël me téléphone et tout ça. Je pars à la cabine. C'était les temps des cabines téléphoniques. Je pars à la cabine téléphonique. On parle avec Raphaël et tout ça. Je vais t'envoyer les portables. Tu auras les portables pour que je commence à t'appeler. Mais le cœur n'est pas en place. Raphaël m'explique que c'est pourquoi il n'a pas les papiers et tout ça. L'Angleterre, c'est autre chose. Il travaille au noir et tout, et tout, et tout. Ah, il n'étudie pas. Il me dit, toi, tu vas faire quoi? J'ai dit, je vais essayer d'aller à l'université. Mais même chez nous, papa savait que ça ne sert à rien d'aller me mettre à l'université parce que c'est jeter l'argent. Donc, j'étais à la maison en repos. Hein? Genre, je souffle un coup après avoir eu mon bac pour attendre. Bon, quelque part, j'attendais Raphaël parce que notre projet, c'était qu'il me fasse venir en Europe. Je ne m'en sortais pas. Kabibi, la joie de vivre est partie. Donc, je n'étais plus moi. Ma vie n'avait plus de sens. J'aimais le garçon là. C'était tellement dur que un jour mes parents m'appellent, ils me disent non, ils ont réfléchi et ils n'ont pas l'argent pour m'envoyer en Europe, mais ils peuvent m'envoyer en Afrique du Sud. C'est mes parents qui me proposent. Je ne connais pas l'Afrique du Sud, je ne connais personne, je ne connais personne qui est là-bas et tout. Les parents disent que tu n'es pas bien et tout. C'est une honte, c'est une angoisse pour eux. C'est mieux que moi aussi, je voyage comme ça. Dans les quartiers, on va dire aussi que moi aussi, j'ai voyagé, je suis partie chercher la vie. Donc, quand elle part chercher la vie là, on l'envoie à Johannesburg. On l'envoie, vraiment, quelqu'un de la famille n'est pas là, mais il y a quelques connaissances des parents. Mais il t'envoie en fait, il te livre, va chercher la vie, va te battre. Quand elle arrive en Afrique, elle a 21 ans. Elle a 21 ans, elle arrive à Jobourg, elle s'installe, les parents lui disent qu'ils vont se battre, qu'elle se débrouille, qu'elle cherche les papiers. Elle cherche les papiers peut-être pendant 1 an. Quand elle trouve les papiers là-bas, les papiers des réfugiés là, maintenant elle dit à ses parents qu'elle peut étudier.
Les parents se battent. Là, elle a déjà les 23 ans pour lui envoyer l'argent. Mais les parents n'ont pas beaucoup d'argent. Elle vient d'une famille moyenne. Les parents lui envoient l'argent pour faire ce qu'elle leur a dit qu'elle pouvait faire. C'était secrétaire. Elle dit, tu vois, mes parents, je suis très reconnaissante parce que, Kabibi, moi-même, je te dis, c'était un bon remède. Parce que quand je suis arrivée à Johannesburg, c'était un autre pays, une autre ville, mentalité anglophone. J'ai commencé à apprendre l'anglais. Je voyais autre chose que Kinshasa. Franchement, ça m'a fait oublier Raphaël. Pourquoi j'ai oublié Raphaël? Parce que la première année qu'il est parti, que j'ai présenté mon bac, Raphaël m'appelait me raconter ses histoires. La deuxième année, Raphaël ne m'appelait plus. C'est moi qui commençais à forcer. De temps en temps, j'allais chez sa maman. Tu vois que sa maman, on peut lui dire que tu es arrivé. Depuis que tu es arrivé à 15h, elle sort de la chambre à 17h. Ça me faisait trop mal. Bien sûr que tu n'es pas assise au salon toute seule. Tu causes avec les sœurs de Raphaël, avec les cousines et tout, et tout, et tout. Ils te connaissent. Mais tu sais que la maman, elle est là. Vous êtes dehors à la terrasse, vous vous tressez les cheveux, vous faites quoi? La maman sort 2 heures après. Ah, tu es là. Après, elle dit qu'elle sort. Ou alors elle part manger la semoule. Ou, tu vois un peu les comportements que on ne te calcule plus par la maman. Mais les sœurs et frères te calculent. Donc, ça me faisait trop mal. Je commençais à m'inquiéter. Je dis, ah, Raphaël, là, est-ce qu'il est toujours dans l'histoire? Non seulement il ne m'appelle plus, sa maman a changé d'attitude. Donc, quand on m'a envoyé à Johannesburg, c'était un bon remède pour moi. J'ai commencé à m'éclater. Elle dit, la vérité est que quand elle est arrivée, ça m'a fait un bien fou d'arriver à Johannesburg. Quand j'étais au Congo-Kinshasa, avec ma copine Solange, elle avait sa cousine Mélissa. Oui, sa cousine Mélissa, c'était une fille avec qui, bon, on avait presque les mêmes âges. On peut dire que Mélissa était plus jeune, peut-être de 2 ans. Mais tu vois, quand vous êtes jeune, c'est l'amitié, hein? Vous avez à peu près les mêmes vies, vous avez des copains et tout ça. Vous avez des mouvements. Dans notre quartier, là, il y avait une fille avec qui on évoluait. C'était une fille du quartier qui s'appelait Ida. Ida, là, quand on grandissait, Ida, c'était une fille apparemment qui touchait, les garçons du quartier touchaient l'essai. Quand moi je sortais avec Raphaël à Kinshasa, à un moment, on m'avait soufflé que Raphaël était sorti avec Ida. Mais je ne m'étais pas inquiétée parce que Ida, tout le monde la connaissait. C'était les filles qu'on appelle Moboulou, les filles qui, vraiment, qui sont déchaînées, comme on dit chez nous, non? Elle est déchaînée, comme un chien enchaîné. Parce que quand on est, apparemment, quand on nous met au monde, nous sommes enchaînés. Après, on se déchaîne. Les filles qui se déchaînent là toutes seules, que le maître qui est ton père ne t'a pas donné la permission qu'elle va maintenant chercher la vie. Toi, tu décides de chercher la vie. Donc, Ida, c'était les filles comme ça. Les filles de tous les quartiers pointaient du doigt, elles portaient les mini-jupes, les culottes, on l'a tapée dans les coins des rues, on l'a déposée tard. C'était une fille de ce genre-là qui sortait avec beaucoup de gens. Maintenant, Ida, à un moment, j'avais une fuite ou une information que Raphaël, mon copain, mon fiancé de l'époque, était sorti avec Ida. Et aussi, dans tous les quartiers, on disait que Ida sortait avec les musiciens de JB Mpiana. JB Mpiana, c'était un grand musicien congolais, en tout cas, qui fait toujours son temps, qui est toujours à la une. Il chante, il danse très bien. Donc, il avait un mouvement à l'époque, les filles allaient au concert. Donc, c'était un mouvement vraiment, il avait un orchestre des garçons. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de stars dans son orchestre. Et ces garçons-là, ils draguaient les filles. Les petites filles du quartier, tout ça, ils sortaient avec les filles. Donc, Ida, apparemment, elle avait des relations comme ça, elle sortait avec des musiciens. Elle était mal réputée. C'est pour ça que même quand on m'avait dit que Raphaël avait touché, je m'en foutais, je ne m'étais pas occupée de ça. Quand j'arrive à Johannesburg, je me lance, je pars trouver l'école des secrétariats. C'est ça que je peux faire parce que j'ai mis déjà du temps pour avoir les papiers et tout. J'ai dit à mes parents, je vais faire secrétaire de direction. Mes parents me payent ces études-là. Les études que moi j'ai faites, en Afrique du Sud, si tu te renseignes, il y a des formations de 6 mois, on va te dire que tu seras secrétaire. Il y a des formations, mais moi, je suis allée à l'école. Moi, j'ai fait 2 ans de formation. Donc, c'est secrétaire des bureaux, vraiment secrétaire des directions, secrétaire. Vrai secrétaire, ce n'est pas secrétaire des formations rapides, non. Donc, quand j'ai fait ça, je termine. J'ai des petits copains, hein, tout ça là-bas, on évite, hein, on ne donne pas les détails, mais là, sa vie, c'est une jeune fille.
Elle a sa vie là, elle est toujours en contact avec Solange parce que Solange, c'est une fille du quartier. Solange n'a pas étudié. Géry, les fiancés de Solange, finalement, il est parti aussi en France. C'est comme si moi, mon gars est parti en Angleterre, Solange, son gars est parti en France. Mais eux, ils sont restés, lui, il est resté parti quand moi, je suis déjà en Afrique du Sud. Donc, avec Solange, tu vois, c'est des relations de, vous avez des nouvelles une fois par an. Parce que moi, je suis en Afrique du Sud, elle est au Congo. On a changé des vies. On a changé des vies à un moment, mais chez nous, on m'a dit qu'on a engrossé Solange. On l'a engrossé, Géry est déjà parti. Donc, on l'a engrossé par un autre garçon de Kinshasa que je ne maîtrise pas, je ne peux pas inventer. Je ne connais pas qui a engrossé Solange, mais Solange est devenue fille-mère. Mais on avait déjà grandi, on avait déjà les 20 et quelques ans. Donc, moi, je reste comme ça à Johannesburg, à Bibi. Je ne trouve pas de mari. J'ai des copains touchés, laissés, pam, pam, pam. L'Afrique du Sud que tu vois là, c'est un pays colonie anglophone. En Afrique du Sud, les femmes s'en foutent d'avoir des hommes. En fait, on n'a pas la même culture avec le Congo-Kinshasa. Au Congo, le mariage, c'est important. Une femme voit comme si elle a réussi la vie quand elle s'est mariée. Mais en Afrique du Sud, il y a des femmes que, elle ne veut pas se marier, c'est son choix de vie. Elle veut travailler, elle a étudié, elle a son argent, elle a sa maison, elle achète ses voitures et tout. Elle ne veut pas se marier, elle veut des copains, jeter, toucher, tout ça. Elle est tranquille, elle ne veut pas de commandations, de domination, là, qu'elle ne peut pas la semoule, elle vient. Elle fait quoi? Elle dit, les Sud-Africaines sont comme ça. Il y en a même quand elle grandit, elle dit, hey, je travaille, je fais même un enfant à 40 ans. Elle fait un enfant, elle commence à élever. Il y en a qui font des enfants jeunes. Elle reste avec ses enfants. Elle ne cherche pas des maris, elle cherche des boyfriends, des copains. Elle dit, c'est une mentalité là-bas. Tu vois, quand je suis venue, moi, j'ai commencé à étudier. J'ai eu des amis namibiennes, zambiennes et tout ça, des anglophones. On ne va pas dire que j'ai changé ma façon de voir les choses, mais j'ai donné moins d'importance à la priorité du mariage. Ça veut dire, Kabibi, moi, quand j'ai terminé l'école, j'ai commencé à travailler jusqu'à 28 ans, j'avais des copains. Des copains que, bon, je savais que peut-être que le copain peut m'épouser, mais ce n'était pas à tout prix mariage. Donc, dans mes aventures, là, quand j'ai tourné à 28 ans, j'ai rencontré un garçon. Ah oui, elle a rencontré un garçon qui s'appelait aussi Raphaël. Raphaël, là, c'est un Congolais. Notre maman qui nous a appelés ici, elle est de l'ethnie, elle est Mouteke. Mouteke, ce sont, on va dire, les autochtones de Kinshasa. Bon, Kinshasa, aujourd'hui, c'est la capitale, c'est la ville, mais à la base, il y avait des habitants là-bas. Donc, les gens originaires, les propriétaires de la terre, qu'on appelle ville de Kinshasa, on les appelle les Bateke. Donc, elle, c'est une Mouteke. Ça veut dire que Kinshasa, c'est leur village et les environs, agglomérations, là, c'est chez eux. C'est la terre Teke. Donc, elle est Mouteke. Donc, Kinshasa, c'est chez eux. Tous ses oncles, ses grands-pères et tout ça, ils sont dans les environs, là, de Kinshasa. Elle a grandi là-bas sans souci. Nous sommes évolués, les parents travaillent, nous sommes des jeunes, on s'en fout d'étudier tout. Quand elle arrive en Afrique du Sud, elle tombe sur le deuxième Raphaël de sa vie. Raphaël de sa vie, là, qu'elle rencontre, c'est un garçon donc Karunda. Ce sont les gens de Lubumbashi, et environ, je crois. Je ne crois pas qu'ils sont autochtones de Lubumbashi, mais à côté là. En tout cas, ce sont les gens du Katanga. Ça veut dire que c'est deux régions, deux tribus différentes. Rien à voir, vraiment rien à voir. Eux, ils habitent là-bas à Johannesburg, toute la famille. Vous comprenez bien qu'en fait, Lubumbashi, il y a beaucoup de gens en Afrique du Sud parce que c'est par route. Tu peux vraiment déménager toute ta vie là, de Lubumbashi jusqu'à Johannesburg, en Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie, Namibie, par route. Parce que là-bas, il y a des bonnes routes. Tu fais seulement un conteneur, on met tous tes trucs, on charge ta maison. Tu pars avec tous tes biens en Afrique du Sud, tu t'installes. Il y a beaucoup de gens qui viennent du Katanga, des autres pays limitrophes là-bas, qui habitent en Afrique du Sud, correctement bien installés. Donc, Raphaël, il venait de ce genre de familles. C'était les familles Karundala de Katangé qui habitaient en Afrique du Sud, qui n'est pas papa, mais maman, avec les frères et sœurs. On ne sait pas pourquoi on a installé sa maman là-bas, on ne va pas aller dans les détails. La maman habitait en Afrique du Sud, le papa habitait au Congo, mais il fait des va-et-vient. Chez eux, c'est bien. En Afrique du Sud, il y a une grande maison. Donc, Raphaël vient de ce genre de famille. Quand elle a rencontré Raphaël, il avait déjà quitté chez eux, il n'habitait pas chez sa maman. Il travaillait parce qu'en Afrique du Sud, quand tu travailles, les logements, c'est rien du tout. Tu le trouves même dans les journaux, newspaper. Tu peux trouver l'appartement là-bas. Raphaël habitait chez lui, elle habitait chez elle.
Ils se sont rencontrés 2 Congolais. On enlève Mouteke, on enlève Karunda. 2 Congolais qui s'aiment, qui se trouvent, waouh! Ils ont commencé à se fréquenter, ils ont commencé à sortir ensemble. Quand ils sortent ensemble, elle ne sait pas si c'est pas s'il s'appelle Raphaël, que ça lui a fait la nostalgie, ou c'est pas s'il avait des valeurs, des qualités de vie. Mais quand même, Raphaël, c'est un garçon qui avait fait des études en Afrique du Sud. Il a fait ce qu'on appelle l'informatique, hein? Vulgairement, on va appeler ça comme ça. Il a fait l'informatique, ça veut dire qu'il avait un travail de bureau. Il travaillait dans une société là-bas, il gagnait bien sa vie. Elle, quand elle a terminé, elle travaillait aussi dans son magasin là-bas. Pardon, elle travaillait dans, je ne sais pas si je dis, elle travaillait dans un magasin de cosmétiques. Cosmétiques. Donc, elle était dans les bureaux, elle ne vendait pas, elle n'était pas caissière, mais elle était dans l'administration, comme elle avait fait la formation secrétaire. Donc, ils se rencontrent, ils sympathisent et disent, moi, je suis le genre de fille Kabibi. Même, tu vois, même sur les réseaux sociaux aussi, moi, je suis sur Instagram, je regarde les choses des pots, je regarde les choses comme ci, des choses. C'est des choses comme ça qui m'attirent. Parce que déjà, j'étais dans le cosmétique. J'aime beaucoup mon travail. Quand je rencontre Raphaël, je me renseigne, tu vois, nous, on est dans les cosmétiques, on a des avantages, on connaît beaucoup des choses. Les maisons de production, les produits, ça fait ceci, ça fait cela. Ça veut dire que moi, hein, plus j'aime ça, plus je suis encore dans ce même boulot-là, je me renseignais beaucoup. Je connaissais beaucoup des produits de beauté que, entre parenthèses, au Congo-Kinshasa, c'est pas connu. Pourquoi? Parce qu'au Congo-Kinshasa, il y a 2 camps. Il y a les gens qui gardent l'authenticité. Ils restent comme Dieu les avait fabriqués, comme leurs parents les avaient mis au monde. Mais il y a un autre camp, des gens qui se décapent. Au Congo-Kinshasa, les gens se décapent beaucoup. On ne va pas se cacher. C'était dans notre culture, en tout cas dans nos habitudes. On ne va pas parler du passé parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens se décapent. Beaucoup. Ils aiment ça. Donc, les gens qui se décapent au Congo-Kinshasa, ils achètent les produits seulement là-bas. Movat, Tenovat, Carolite, je ne sais pas quoi, qui va te rendre light. Quand c'est écrit, quand tu lis les compositions là-bas, on ne va pas te dire que quand tu vas terminer demain, tu auras des cachets partout. Non. On va te dire que tu seras clair, teint banane, teint je ne sais pas quoi là. Donc, les gens qui se décapent au Congo-Kinshasa, ils n'ont pas l'habitude d'entretenir leur peau. Ce n'est pas dans notre culture de faire des bains d'huile, des massages, d'aller dans des jacuzzis, dans des saunas, d'avoir des traitements, enrichissement de la peau. Ce n'est pas dans nos habitudes. En tout cas, peut-être ça arrive maintenant avec les réseaux sociaux, l'Instagram, les filles qui sont dévouées, déchaînées sur les réseaux, qui expliquent aux gens comment entretenir leur peau, faire des masques. Elle dit Kabibi, moi, je suis parmi les premières personnes qui avons compris ça. Tu dis, oh, mais au Congo, moi, comme je suis dans les cosmétiques, elle dit, quand elle était au Congo, elle connaissait des choses comme les masques pour la tête, mettre avocat, F et tout ça, tu mets sur ta tête, ça pourrit et tout ça, tes cheveux vont pousser. Mais tes masques de la peau, elle dit Kabibi, moi j'ai appris ça en Afrique du Sud. Oh, faire des massages, oh, faire des comme si, et des huiles enrichissantes. J'ai appris ça parce que je travaille dans les cosmétiques. Donc, quand j'apprends ça, je dis, mais ça c'est opportunity of business. Pourquoi moi je suis dans les cosmétiques, je suis congolaise, je vais garder ça pour moi. C'est mieux, je ramène ça dans mon pays. Parce que dans mon pays, les gens s'agressent la peau. Il fait chaud. Au Kinshasa, il fait chaud. Hein. Il y a les 25 degrés, 28 degrés, tout ça. Tous les jours, il y a le soleil. Ça va te griller. Donc, les gens se brûlent la peau. Leurs produits là, c'est vrai que si peut-être tu es, on va même dire en Suède ou en Norvège, là, il fait froid là. Si tu mets les mêmes compositions que la fille qui est à Kinshasa, elle va abîmer sa peau en 1 an. Toi, tu peux l'abîmer en 3 ans. Parce que toi, tu es dans un pays frais. Le climat déjà t'avantage. Ça te conserve comme au frigo parce que sur 12 mois, tu passes 7 à 8 mois dans le froid. Mais elle passe 12 mois sous la chaleur. Même quand il pleut là. Avant la pluie, il y a le soleil qui t'a bombardé. Après, il y a la pluie. Donc, elle a la chance de se brûler plus la peau que toi. Or, on n'a pas de filtres, on n'a pas de massages de peau, des choses comme ça. Donc, pour elle, c'était vraiment un business qu'elle a dit, mince, ici, là, je peux faire l'argent. Je vais chercher les produits cosmétiques pour aller vendre au Congo, commencer à expliquer aux filles que si tu mets ça, comme les gens aiment mettre les choses sur leur peau, si tu leur dis seulement qu'ils seront bien, ils vont mettre. Donc, c'était ça son idée. Elle décide de commencer à vendre des produits. Aloe vera, comme ci, comme ça, des crèmes pour les filles bien. Il y a toujours des filles classe qui s'aiment bien. C'est parce qu'elles ne savent pas. Si tu l'informes, elle va acheter.
Donc, elle commence à gérer son truc. Elle dit, je commence à acheter. Je vais aller à Kinshasa. Son petit frère, Eddie. Eddie rencontre une femme. Il rencontre sa copine. Elle s'appelle Cheryl. Cheryl, là, la copine de son frère Eddie, c'est une fille qui fait la Chine. Vous voyez les filles qui se débrouillent, qui partent en Chine, acheter les habits, les babouches et tout ça, n'a pas beaucoup d'argent, mais 1000 euros, elle part, elle achète, elle vient, elle vend, elle a 1700. Les filles qui sont courageuses. C'est des gens, des commerçantes comme ça. Donc, quand elle apprend que Cheryl là, fait des commerces, elle dit à Cheryl, je vais comme ça t'envoyer des produits de beauté, tu vas vendre. Cheryl même ne connaît pas. Cheryl prend le travail de comme ça, faire la pub. Oh, je vends ces crèmes de karité. Oh, je vends c'est quoi là, massage, huile d'amande et tout ça. Tout ça là au Congo, on ne connaît pas. On connaît, mais ce n'est pas tout le monde. En tout cas, les gens n'utilisent pas ça. Les gens qui mettent les chocolats, ils ne mettent pas ça. Ils se lavent la nuit, ils mettent leurs produits, dorment avec ça très bien dans la peau. Les matins, s'ils sont gentils, ils mettent la glycérine parce qu'ils savent que le soleil va les taper. Mais la glycérine, pour que la glycérine dose un peu le soleil. Mais sinon, ils n'utilisent pas ça. Elle dit, imagine, j'ai comme ça vendre des crèmes solaires, vendre des trucs avec Cheryl. Je lui ai envoyé n'importe quel produit pour comprendre lequel va mieux marcher. Donc, quand on fait comme ça 4, 5, 6 transactions, je vois que Cheryl, là, elle est sérieuse. Je ne sais pas si elle est sérieuse parce qu'on veut qu'on l'épouse ou elle est sérieuse parce que c'est une fille sérieuse. Donc, je dis à mon fiancé Raphaël que je vais d'abord à Kinshasa avec beaucoup de produits que j'ai ici, aller palper les marchés moi-même. I'm a businesswoman. Donc, je dois aller au Congo, moi, me découvrir si je dois faire une boutique cosmétique, si je dois ouvrir un business, si je dois faire comment, pour vendre mes produits parce que j'étais parmi les premières. Les maris acceptent. Chacun habite chez lui, ils sont juste fiancés, qu'on les connaît dans les familles. Et dans la famille de Raphaël, la maman n'est pas chaude parce qu'elle est mouteke. La maman aurait bien voulu que Raphaël se marie une Karonde. Une fille de Lubumbashi, une fille qui parle swahili. C'est quoi cette quinoise-là qui a beaucoup de lingala dans la bouche comme ça? Elle ne parle pas swahili. Mais elle parle le français et l'anglais. En Afrique, ils parlent l'anglais, donc ils se comprenaient. Mais ce n'est pas une fille de Lubumbashi. Elle ne prépare pas les bitoyo, elle ne prépare pas les trucs comme eux. Elle ne prépare comme à Kinshasa, les fumbo, les choses comme ça. Bref, la maman, elle dit, elle n'était pas trop contre, mais elle aurait préféré que son fils se marie à une Karonde, une fille de Karonda. Bon, elle me le montrait presque. Que je te prends malgré toi. En fait, on ne m'a pas donné le choix. Elle, la fille ici, le savait. Donc, à 29 ans, 30 ans, elle prend l'avion, elle part à Kinshasa. Elle est déjà sur 2 ans de relation avec Raphaël. Elle arrive à Kinshasa. Elle trouve sa copine Solange, qui est déjà fille-mère, qui a déjà un enfant de 4-5 ans. Solange. Elle dit, moi, quand je suis rentrée chez nous. Je suis rentrée chez nous dans ma famille, je ne voulais pas prendre les hôtels, je venais pour les business. J'avais besoin d'argent pour savoir comment les choses vont se passer. Chez nous, ce n'était pas moche, chez nous, c'est chez nous. Donc, je suis rentrée chez nous. J'habitais chez nous, je vois Solange et tout. Solange est toujours au quartier. Elle aussi, elle habite chez eux. Donc, je fais quoi? Je relance Solange, on commence à sortir ensemble. On se promène ensemble, moi avec mes sacs, mes valises de produits, je pars chercher les parfumeries à Kinshasa. Elle me dit, je vais t'amener. Tel a ouvert là-bas à Victoire, on a ouvert en ville. Elle me montre les parfumeries. Tu es parti quand même, il faut que quelqu'un te montre bien la ville. Donc, on se promène. Un jour, on est en ville. Quand je me promenais à Kinshasa, j'avais la voiture d'une cousine à moi. Hein. Sa cousine avait quand même des moyens. Elle lui prêtait la voiture avec le chauffeur. Mais seulement, elle devait payer le chauffeur là, $30 par jour. Mais c'était la voiture de sa cousine. Elle devait donner quelque chose au chauffeur, il met les carburants et tout ça, lui aussi, il a son argent dans la poche. Donc, ils sont en ville avec Solange. Elles arrivent, elles devaient retirer l'argent. C'est Western Union, tu sais quoi. Donc, quand elle entre dans Western là-bas, quand elle veut sortir, elle tombe sur un monsieur. Le monsieur là, il s'appelle Tonton Benoît. Elle ne connaît pas qu'il s'appelle Tonton Benoît. Bon, hey, Bonnie, hey, ça va, hey, bisous et tout ça, hey, ça va, hey, toi et tout. Oh, le monsieur Benoît là, ils se sont rencontrés dans l'avion. L'avion quand elle venait au Congo-Kinshasa pour vendre ses produits. Donc, quand vous êtes dans l'avion, vous voyez, vous venez, vous regardez, hein, vous êtes en train de fumer, vous-même, vous allez en Afrique, vous savez comment vous faites. Quand vous êtes dans l'avion, là, vous voyez que hey, nous, on est en train de rentrer et tout, donc vous vous captez les visages. Quand ils sont arrivés à l'aéroport de Kinshasa, elle, c'était la première fois qu'elle rentre, elle ne sait pas si elle doit aller cette ligne-là, si elle doit aller là-bas. Elle était partie dans la ligne des personnes internationales, parce qu'elle a vu qu'elle venait de l'Afrique du Sud. Alors qu'elle en avait écrit international,
C'était pour les gens qui ont les passeports internationaux. C'est comme ça que le monsieur là l'avait dit, non, mais c'est tout. C'est ici, sur la ligne nationale. Toi, tu es congolais et tout. Ils ont un peu échangé, ils ont rigolé. C'est la première fois et tout. Ils ont rigolé à l'aéroport. Ils se sont séparés. Chacun a pris sa route, on est venu les chercher. Quand elle sort de Western Union, c'est MoneyGram là, boum, elle tombe sur lui. Ça va, bisous. Vous devenez connaissance, non? Vous avez voyagé ensemble. Et puis, ça fait toujours un genre. Parce que nous, tous là, quand on arrive en Afrique, tu rencontres quelqu'un de Paris, ce n'était pas ton ami. Nous sommes des Parisiens, vous devenez équipe parce que vous venez du même pays. On sait comment on fonctionne. Donc, ils se disent, bonjour, il est monsieur là et tout ça. Toi, tu pars où? Et tout ça. Moi, je suis en ville. Elle présente ma copine, hein, Solange. Elle dit, vraiment, tu fais quoi? Non, moi, je ne suis pas venue prendre l'argent. Je suis venue juste demander qu'on change les codes parce que j'ai envoyé l'argent en Afrique du Sud. Attendez-moi, non, attends-moi un peu, on va causer. Il entre MoneyGram là-bas, il fait le truc rapidement, il change les codes de l'argent que lui, il a envoyé. Quand il sort, donc avant d'échanger, il lui dit, j'ai envoyé un 7 000 $ là, si c'est les codes, elle fait quoi? Je pars pour qu'on change les codes et puis je pars. Ils ont entendu les montants. Donc ils ont compris que, monsieur ici, il envoie les 7 000 $. C'est beaucoup d'argent. Donc il attendait et tout ça, il sortait, ça va et tout ça. Ah, tu fais quoi? Il dit, non, moi je suis là, je vends mes trucs comme je t'avais dit, je suis venu à Kin et tout et tout et tout. Non, mais on ne peut pas s'asseoir, on boit un verre, qu'on discute un peu. Toi, tu m'as pété des jeux. Je vois que tu es une businesswoman, tu es courageuse. Viens, on va discuter. Elle dit qu'à là, on était en ville. Ils ont décidé d'aller à Aldar. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Aldar. Aldar, c'était un magasin, je crois, des Libanais ou des Marocains, quoi que ce soit. Ils vendaient les shawarma, les kebabs, qu'on appelle ici en France kebab. Mais à l'époque, on ne savait pas que c'était kebab, on croyait que c'était la nourriture des Blancs, des Arabes. Ah, la nourriture des Dubaï. Ils vendaient ça là-bas. Donc, ils pensent que ce soit Aldar. Aldar, là, c'était pas comme un kebab d'Europe, c'était comme un restaurant. C'était beau, c'était grand et tout ça. Ça faisait l'argent, quoi. C'était vraiment un rang de restaurants. Donc, ils arrivent à Aldar, ils s'asseyent là-bas, ils commencent à discuter à trois. Il lui dit que lui, il fait les affaires avec Kinshasa. Parce qu'à l'aéroport, c'était debout. Alors, il dit non, lui, il fait les affaires, il fait des conteneurs. Il a une agence d'import-export avec son ami. Mais parfois, ils viennent exporter les choses qui sont à Kinshasa. Comme les choses que lui, il est venu prendre là. Ils font des conteneurs qui quittent de Kinshasa. Ils vont les fournir, je ne sais pas si c'est la nourriture, si c'est les sakasaka, si c'est quoi. En fait, ce n'était pas des conteneurs, des cargos. Ça voyage avec l'avion. Ils font entrer les choses du Congo. En Afrique du Sud, ils ont une société. Il lui a raconté plein de trucs. Vous voyez les tontons hommes d'affaires, les bons tontons. L'argent. Donc, ils sont à Aldar. Aldar, c'est pas aussi que c'est 5 étoiles. Hein? C'est un restaurant normal que quelqu'un peut aller manger. Donc, ils discutent. Quand ils terminent, elle lui dit qu'elle vend les produits et tout. Il dit, ah, mais c'est bien, on peut faire équipe. On doit représenter notre pays, tout ça en Afrique du Sud. Moi, je suis fière de toi. Tu n'es pas une fille qui part travailler les petits jobs et tout. Tu travailles dans des bureaux et tout. Ah, quand ils terminent, ils échangent les numéros avec elle, pas avec sa copine. Maintenant, quand ils sortent, sa copine, maintenant, lui, quand il parlait, le monsieur dit, ah, vraiment, quand nous, on cherchait les femmes comme vous, vous étiez où? Une fille comme toi, tu es encore jeune, tu as quel âge, maman? Elle dit, j'ai 30 ans, je vais sur 31. À 30 ans, tu as déjà des initiatives comme ça, tu travailles, tu es intelligente. Ça, ce sont les femmes à épouser. Ah, maman! Nous, quand on cherchait les femmes, vous étiez où? Moi, comme je suis là, je suis divorcée. Je n'ai pas de femmes. Je n'ai pas de femmes comme tu me vois là. Si Dieu me fait grâce, même à Kinshasa, si je rencontre l'amour, je vais me marier. Mais je veux une femme dynamique. L'homme qui va t'épouser aura beaucoup de chance. Eh maman, si tu es célibataire, dis-moi seulement, hein, que je mette la tête, je tente ma chance. Ils ont rigolé. Ah, papa, ils ont rigolé. Ils ont terminé. Le monsieur là, quand il avait comme les 30, 31 ans là, lui, on peut dire qu'il avait les 48 ans. C'était un bon tonton. Elle n'a pas commenté sur ce que lui, il a dit. Quand elle sort, sa copine lui dit, regarde comment la vie est. Tu peux être venu ici à Kinshasa pour rencontrer l'amour. Elle dit, oh, Marco, toi aussi Solange. Je t'ai déjà dit que j'ai un fiancé qui s'appelle Raphaël, hein, en Afrique du Sud. Raphaël, il travaille, il n'est pas dans les choses de commerce. Moi-même, je veux aussi se tenter la chance. À la base, j'ai mon boulot, je suis salarié. Et tout. Elle lui répète ce qu'elle lui a déjà dit. Mais Solange lui a dit que, mais le gars, il t'a bien dit qu'il n'a pas de femme. Elle dit, maintenant, ça fait quoi? Elle dit, maman, ça fait quoi? Il a l'argent, non? Comment ça, tu les négliges comme ça? C'est un bon tonton. Regarde comment on est sorti, même Aldar, là-bas, il ne disait rien, on pouvait manger, boire comme on voulait. Seulement parce que toi, tu es une fille un peu, hein, tu ne voulais pas dépenser, mais c'est le genre de monsieur qui peut dépenser beaucoup d'argent. Elle dit, ah, pardon.
Ce qu'on mange ici, là, à Kinshasa, c'est quoi? Moi, j'habite en Afrique du Sud, on mange bien. Il y a tout, il y a les restaurants de toute qualité. Ce n'est pas la petite nourriture des Aldar ici qui va m'impressionner. En tout cas, elle dégage les messieurs. Elle continue la journée avec sa copine Solange. No problème. C'est elle qui a les numéros, ce n'est pas Solange. Elle continue, elle part dormir et tout et tout. Maintenant, elle cause avec son mari Raphaël en Afrique du Sud. Raphaël lui dit, ah chérie, tu sais que comme tu es au Congo là, je suis avec, si c'est son cousin, si c'est son ami, comme les Raphaël et tous là, ils sont en Afrique du Sud. Il lui dit, il a son proche de sa famille qui a besoin de faire venir quelque chose de Kinshasa. Peut-être, c'est moi qui donne un exemple, une imprimante, ou un truc qu'elle ne peut pas prendre dans la valise. Il veut faire venir ça de Kinshasa. Comme tu es à Kin, est-ce que tu peux te renseigner pour une agence qui peut fréter pour lui son colis là? Elle lui dit, ah, mais s'il n'est pas pressé avec le colis, moi j'ai rencontré un monsieur ici à Kinshasa qui s'appelle Tonton Benoît. Le Tonton Benoît là, il travaille, il a une agence d'import-export et il connaît les choses d'import-export. Je peux l'appeler. Comme lui, il fait des gros colis pour son agence, il peut faire entrer seulement les colis de ta personne là-dedans et puis ça part à moins cher. Au lieu que j'aille chercher l'agence, parce qu'ils avaient passé quand même 2-3 heures à Aldar manger, discuter. Elle avait compris le business que lui, il faisait. Donc, elle dit ça à son fiancé, Raphaël, parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. Raphaël lui dit, quel Benoît? Elle lui dit, oh non, mais il y a un tonton Benoît comme ça, il est en Afrique du Sud. Moi, je ne le connais pas, mais je l'avais vu dans l'avion. Elle raconte toute l'histoire. Elle lui donne le nom de l'agence. Elle dit, il dit, pardon. Donc, toi, les business que nous sommes en train de faire là, toi, tu veux qu'on aille faire entrer des gens comme les tontons Benoît là. Les tontons Benoît là que tu entends, ce sont des gens très mal réputés. C'est parce que toi, tu es une fille. Ici, en Afrique du Sud, là, tout le monde sait que ce sont des gens qui sont dans des fétiches, qui sont dans des occultismes. Toi, tu ne le connais pas. Tu n'as jamais entendu parler de lui. Elle dit non. Elle dit, ce monsieur-là, il est à sa 3e épouse qui vient de mourir, qui vient de perdre la vie. Ce sont des gens qui ont des fétiches de haut niveau. Pour avoir seulement l'agence que tu vois qui dit là que j'ai l'agence, j'ai fait les affaires. Ils ont beaucoup d'engagements nocturnes. Ce ne sont pas des gens bien. Nous, on ne peut pas prendre nos histoires, aller lui confier pour qu'il prenne gratuitement ou quoi que ce soit. Non, 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 chérie, ce ne sont pas des bonnes relations. Je ne veux pas que tu aies une relation comme ça. Pars à l'agence, comme je t'ai dit là, va te renseigner, ça coûte combien, on va envoyer l'argent comme tu as Kinshasa. Tu vas prendre les colis, tu envoies. Ce n'est même pas mon colis, tu veux faire les économies à qui et pourquoi? C'est comme ça qu'elle apprend que le monsieur là a des fétiches ou c'est un occultiste ou c'est quoi que ce soit. Mais elle ne le connaît pas, elle a juste son numéro. Elle dit, ok, d'accord. Elle part faire ce que son mari, son fiancé lui a demandé. À qui elle envoie le colis à l'agence. Elle sort, elle a l'engagement de la voiture avec sa cousine. Donc, il y a des jours, elle sort avec Solange, il y a des jours, elle ne sort pas avec Solange. Parce que Solange, en plein Kinshasa, elle était en train de chercher du travail quand elle est arrivée à Kin. Donc, Solange sort pour aller chercher du travail. Là, elle part déposer ses CV, c'est au centre-ville. Quand elle arrive là-bas, Solange sort d'une petite ruelle, là, elle vient de marcher. Elle veut marcher sur des grands boulevards pour aller chercher le taxi. Elle entend seulement, pardon, on la klaxonne par une voiture qui est garée sur la route. Quand elle regarde, elle voit que dans la voiture, les gens sont assis. On lui fait signe. Quand elle vient, elle tombe, c'est sur tonton Benoît. Le tonton Benoît, là, de l'Afrique du Sud, il était dans la voiture de quelqu'un, il a vu Solange passer. Petite, ça va, et tout ça, bisous, tonton Benoît, tonton Benoît. Comme elle savait qu'il a l'argent, il nous avait expliqué qu'il avait l'argent. Elle devient très gentille, elle lui dit qu'elle partait chercher le travail. Ok, moi aussi, je suis dans la voiture de mon cousin, mon cousin Marcel, avec qui nous sommes en train de faire des courses. Toi, tu vas dire, oh non, moi j'ai fini, je devais laisser les CV ici et tout, et tout, et tout. Ok, si tu veux, on peut te déposer, on peut t'avancer. Entre. Elle monte dans la voiture de Benoît. Donc, elle connaît Benoît par rapport à moi. Elle monte dans la voiture de Benoît, tonton Marcel vient, c'est lui qui habite à Kinshasa. On lui présente Solange, enchantée, il ne la connaît pas, ce n'est pas une fille du milieu, ce n'est pas une fille de la rue. Donc, ils sortent, elle les accompagne. Vous voyez les gens que toi, tu es assis derrière la voiture. Les deux bons tontons sont assis devant, ils causent, ils parlent de leur business, ils parlent de leurs histoires. Ils s'arrêtent ici à la banque, ils s'arrêtent ici au ministère. Vous connaissez un peu les gens des courses là, des bons tontons. Ils vont tous dans des ministères. Ils vont dans les ministères et tout ça. Elle a passé toute la journée, peut-être des 11 heures,
à 16h30 en train de les accompagner dans leurs courses. Ça va? Ça va. Tu veux un Fanta? Ouais. Tu veux une glace? Hein? Vous voyez les courses là qu'on fait sur la route, sur les boulevards, les petits qui viennent vendre à la fenêtre. C'est ça qu'ils ont fait avec elle. Quand tu termines, toi aussi tu es fatigué, mais tu es dans la voiture. Donc il dit, il l'invite au restaurant. Ils vont manger dans un très bon restaurant de Kinshasa. Mais quand ils arrivent là-bas, tonton Marcel les dépose, elle et tonton Benoît. Tonton Marcel, le Quinois qui habite à Kinshasa, démarre son 4x4 et part. Il les laisse au restaurant, c'est pas à l'hôtel, au restaurant. Bon restaurant, il commence à manger, il est sur son téléphone. Comment les 10 000 $, comment les 12 000 $, le conteneur. Vous voyez un peu des tontons qui ont des conversations comme ça là qu'on aime. Elle entendait manger, elle mange, elle termine. Le monsieur lui raconte n'importe quoi. Toute la journée, il ne lui a pas dragué. Après, il lui demande sa vie. Elle dit qu'elle n'a pas de fiancé et tout et tout. Alors que, quand elle a eu son premier enfant, là, qu'elle avait accouché, elle avait engrossé, elle est restée sur peut-être 2 ans. Après, elle a rencontré un garçon, pas physiquement, mais sur les réseaux sociaux. Ils ont échangé. Ce garçon, ils ont fait 1 an d'échange. Le garçon a quitté l'Angleterre. Il est venu à Kinshasa la voir. Le garçon ne l'a pas doté, mais le garçon s'est présenté. Donc, Coco, le toqué, il est venu dire bonjour papa, maman, je discute avec votre fille, ça fait 1 an et demi, je vais l'épouser. Le garçon est rentré en Angleterre pour chercher la route. Donc, quand elle est arrivée à Kinshasa, c'était ça la relation solide de sa copine Solange. Donc, elle avait son fiancé Raphaël Ajobou. Solange lui a dit qu'elle a un fiancé en Angleterre qui va la faire venir avec son enfant un jour. Donc, quand elle rencontre le monsieur Benoît là et qu'il va manger au restaurant avec Solange, il demande à Solange dit qu'elle n'a personne dans sa vie. Parce que Solange lui avait déjà dit que tonton Benoît a l'argent. Tu vois, les filles de qui ne voient l'argent que toi tu ne vois pas parce que tu viens d'un pays développé. Donc, elle dit qu'il n'y en a personne. Le monsieur est très intéressé, il dit, moi, je n'ai pas de femme, je cherche quelqu'un à Kinshasa qui peut gérer mes affaires et tout, une femme avec qui je peux être. Toi, tu cherches le travail, j'ai analysé ta situation, j'ai entendu parler, tu n'es pas une fille conne, déjà tu veux travailler, tu es courageuse et tout ça. Il l'encourage vraiment, il lui dit merci. Il lui fait des avances. Maintenant, elle est dans les buts de, c'est moi qui ai les numéros, elle aussi doit récupérer le numéro parce qu'il y a l'argent. Elle ne va pas me dire. Donc, elle échange son numéro avec tonton Benoît. Ils mangent, ils se disent oui, qu'ils sont d'accord de sortir ensemble. Ils se revoient 2-3 fois. Après, ils sortent ensemble. Maintenant, quand elle fait toutes ces histoires-là, s'ils étaient sortis ensemble le 2e jour ou le 3e jour, notre sœur ici n'est pas sûre. Mais c'est que ceux qui sont sortis avant qu'elle soit au courant. D'ailleurs, elle n'était même pas au courant. Quand ils sortent ensemble, elle se rappelle qu'un jour, elle a pris Solange seulement comme il sortait l'amitié d'enfance. Solange lui demande, tu n'as pas de nouvelles de tonton Benoît? Elle dit, elle était même étonnée. Parce que ça faisait comme 2 semaines qu'ils avaient mangé avec lui à Aldar. Elle était dans ses démarches de vendre ses produits, elle cherche la promotion, la propagande à Kinshasa. Elle vient lui demander, tu n'as pas de nouvelles du monsieur là? Elle dit, quel monsieur? Elle dit, le monsieur là, tonton Benoît. Elle dit, maman, il ne m'a jamais rappelé. Moi aussi, je ne l'ai pas appelé. Je l'avais même oublié. Elles ont rigolé, dit, maman, pardon. Moi, je cherche les mariages. J'ai mon mari Raphaël là-bas. En Afrique du Sud, elles ont commencé à parler de Raphaël. C'est comme ça que ça passe. C'est la dernière fois qu'elles ont parlé de Benoît. Elle est restée à Kinshasa. Elle s'est très bien entendue avec Cheryl, la femme de son petit frère. Elles se sont convenues que Cheryl va vendre les produits. Elle a vu la probabilité de faire la boutique. Elles se sont renseignées. Elle a trouvé les tout. En tout cas, tout s'est bien passé. Cheryl, c'était une fille fiable. Elle a pris son avion, c'est 1 mois après, elle est rentrée à Johannesburg. Quand elle arrive, elle continue son mariage avec Raphaël, son fiançailles. Solange, quand elle était à Kin, elle lui dit, tu vois ma cousine Mélissa, qu'on connaissait là, elle habite aussi en Afrique du Sud. Seulement, comme on s'était déjà perdu, tu ne savais pas. Prends le numéro de Mélissa, appelle-la, c'est ta sœur. Donc, quand elle rentre à Jobo, elle appelle Mélissa, la cousine de sa copine Solange, copine d'enfance. Mélissa habite à Yeoville. C'est un quartier populaire de Johannesburg. Elle habitait à Rosebank. Elle habitait à Rosebank, en Afrique du Sud. Donc, c'est 2 quartiers tout à fait différents.
Yeovil, on peut dire que c'est populaire vraiment en banlieue, chaude. Et elle, là-bas, elle habitait, c'était calme. Donc, elle a contacté, elle me disait, comment tu vas et tout, tout, tout. Elle se voit, ce sont des filles de l'Afrique du Sud. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu habites à Yeovil que tu n'es pas en Afrique du Sud. C'est seulement le quartier est chaud. Mais il y a des filles vraiment classe, des filles belles qui habitent là-bas. Donc, quand Mélissa vient, c'est une fille vraiment que ça va. Donc, elle se sent à l'aise avec Mélissa. Seulement, Mélissa n'a pas l'argent pour louer à Rosebank. Donc, elle se rapproche, elle commence à s'appeler, se téléphoner, discuter et tout et tout. Elle invite Mélissa dans son église à Johannesburg, où elle priait depuis longtemps. Là, elle priait là-bas, même avant qu'elle rencontre Raphaël. C'était son église, en fait. Elle priait là-bas. Elle intéresse Mélissa. Mélissa dit, oui, je connais ce pasteur-là, j'entends parler de lui. C'est un pasteur congolais, mais je ne me suis jamais intéressée. Donc, c'est elle qui mène Mélissa à l'église. À l'église, là, la famille de Raphaël ne prie pas là-bas. Mais il a une belle-sœur de Raphaël, son fiancé, qui prie dans cette église-là, et son mari est non-croyant. C'est les maris qui font l'ambiance, qui dorment chez Temba, qui dorment dans les boîtes de nuit, qui achètent les champagnes sud-africaines. Donc, la sœur, là, qui est la cousine de Raphaël, son fiancé, prie là-bas. Elles se connaissent en tant que belle-sœur. Et elle ramène Mélissa. Elle présente Mélissa que c'est sa sœur du Congo, parce que Mélissa, c'est la petite sœur de Solange. C'est sa sœur, ils se connaissent depuis l'enfance. Mais c'est vrai aussi, ils se connaissent depuis l'enfance à la maison. Donc, on les connaît là-bas. Elle commence à fréquenter l'église. Mélissa rencontre Raphaël, mais Raphaël, il vient de temps en temps. C'est elle qui est vraiment sœur en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Solange au Congo continue sa relation avec Benoît. Elle commence à sortir avec Benoît. Benoît est trop motivé. Elle ne sait pas que Solange sort avec Benoît. Solange ne lui a jamais dit parce qu'elle sait que Benoît avait donné son numéro à cette fille ici qui nous a appelés. Solange s'est dit que peut-être derrière, ça va l'intéresser. Les filles là, ce sont des filles parfois qui font genre, mais c'est des filles qui aiment l'argent. Comme Benoît part en Afrique du Sud, il peut aller retrouver Fifi là-bas. Mais le problème est que Benoît avait le numéro des Fifi de Kinshasa. Il n'avait pas son numéro de l'Afrique du Sud. Donc, ils ne se connaissaient pas en fait. Et elle, ça ne l'intéressait pas. Donc, Mélissa devient comme l'éclaireur de Solange. De temps en temps, elle lui demande, c'est comment? Elle dit, non, ta copine Fifi ici, elle est vraiment amoureuse de Raphaël, ils sont tout ensemble, c'est son gars. Donc, elle sait très bien que Benoît ne revoit pas Fifi parce qu'elle fait des jalousies. Elle fait des jalousies parce que c'est que le monsieur, le premier jour, il s'intéressait à sa copine. Elle fait des jalousies et tout ça, donc elle n'en parle pas à Fifi. Fifi ne sait pas qu'elle sort avec Benoît. Quand elle sort avec Benoît, l'argent, il lui donne l'argent et tout ça, elle laisse tomber les garçons de l'Angleterre. En tout cas, quand Benoît vient, elle sort avec lui dans les concerts. Vous voyez les concerts des musiciens congolais, là, on filme les gens, on vous passe à la caméra. Elle sort avec lui, elle s'affiche avec lui parce qu'elle est convaincue qu'il n'a pas de femme. Effectivement, il n'avait pas de femme. Donc, elle n'a plus eu la suite de tonton Benoît. Elle sort avec lui, il décide de l'épouser. Avant de l'épouser, là, il dit qu'il lui achète un terrain. Il va lui acheter un terrain en Gili, hein, les terrains lointains là qu'on vend là sur les réseaux sociaux, là, de 2 000, 3 000 euros. Il lui achète le terrain, il dit il va la doter. Quand il vient la doter, donc lui, il a fait présentation et dot. Quand il vient pour la doter, ils ne font pas une grande fête, mais c'est vraiment la famille restreinte. Parce que Benoît, il est âgé. Il a 48 ans, elles ont les 31 ans, 30 ans. Il vient la doter, les familles s'asseyent, ils donnent tout ce qu'on a demandé à la dot, mariage traditionnel. Il dit qu'il va maintenant l'installer. Parce que c'est devenu sa femme. Quand il vient à Kin, elle doit être sa femme. Quand on est venu l'épouser dans les quartiers, c'est comme ça que chez eux, on lui informe que Solange s'est mariée. Mais elle pense que Solange s'est mariée au garçon de l'Angleterre. Elle ne sait pas que Solange s'est mariée au vieux qu'elle a rencontré dans l'avion. Donc, quand elle appelle, félicitations, ma copine, cela, c'est comment, maman, enfin, tu vas voir l'Europe. Elle dit qu'à Bibi, chose grave. Je lui dis même que tu vas voir l'Europe, elle rigole. Elle ne me dit rien. Elle ne me dit pas qu'elle s'est mariée à Vieux Benoît. Donc, moi, je la félicite en fonction de son gars qu'elle m'avait raconté qui était en Angleterre. Donc, je sais très bien que ma copine est mariée.
On évolue. Solange entre dans les mariages, on l'installe dans l'appartement. Le monsieur là a beaucoup d'argent. Solange en sait plus qu'elle. Maintenant, Solange, quand elle arrive au mariage là où elle est partie, les premiers mois, elle a ses périodes. Le sang, les sangs, les sangs. Les périodes devaient faire 5 jours, ça fait 6 jours, ça fait 7 jours, ça fait 8 jours. Maintenant, les périodes là, on fait comme 11 jours. Maintenant, les 11 jours là, c'est la période pendant laquelle le monsieur là, Benoît, était à Kinshasa. Dès que le monsieur prend l'avion, il arrive en Afrique du Sud, les périodes terminent. Elle dit, ah, c'est mal tombé. En plus, ça s'est déréglé. Là, elles ont les 32 ans. Ça s'est déréglé. Elle reste fidèle, maman. Fidèle au poste. Un poste comme ça, on laisse, on bouge. L'argent est assis là-bas, toi, tu vas aller où? Donc, il peut partir même 2 ans en Afrique du Sud. Aussi longtemps qu'il paye ses factures, il t'envoie l'argent, toi, tu vas rester tranquille. Donc, elle ne bouge pas. Elle reste là, le monsieur fait 3 mois en Afrique du Sud, après il revient. Oh, il est venu encore pour les business. Dès que le monsieur arrive comme ça, elle a ses périodes. Elle a ses périodes, tous les séjours du monsieur, 1 mois. Les périodes ne s'arrêtent pas. Elle dit non. Comment les périodes ne s'arrêtent pas? Elle commence à aller chez les médecins, le monsieur boude, le monsieur se plaint, comment je peux te toucher, tu as toujours le sang, et tout, et tout, et tout. Ça devient compliqué. Elle commence à stresser, elle a les soucis. Le mari dit, t'as épousé maman, il ne peut plus te toucher, tu as toujours les périodes. Elle va chez les médecins, on lui dit des règlements hormonaux et tout ça. On lui dit qu'elle a les fibromes à 32 ans. Elle ne sait pas les fibromes, c'est quoi, et tout ça, on entend seulement les fibromes. C'est la maladie des vieilles femmes. Les médecins congolais disent que non, la façon que c'est positionné, la façon que c'est gros, la façon que ça fait comment, on doit opérer, ça va arrêter les saignements. Le monsieur Benoît accepte. Là, ils sont en train d'aller sur 1 an. Elle ne sait pas qu'il est marié à Benoît. Elle fait les affaires avec sa belle-sœur, la femme de son petit frère. Finalement, elle dit qu'à lui, on avait pris comme un point de vente. La fille était très dynamique. Elle a ouvert sa boutique perso des vêtements, mais elle a mis un coin cosmétique. Maintenant, le coin cosmétique, là, c'était pour moi. Et moi et elle, on partageait les loyers. Si son loyer était $300, moi, je payais $100 de loyer. Je mettais mes produits cosmétiques. C'était ça l'arrangement avec ma belle-sœur. On reste, Kabibi, alors que ma copine Solange, le mariage la complique. On doit l'opérer des myomes. Les myomes, les fibromes, là, ce n'est pas aussi comme si c'est grave. Donc, elle n'est pas au courant qu'on doit opérer sa copine. Sa copine part se faire opérer. Elle termine. Quand elle sort, elle est malade. C'est connu dans les quartiers que Solange était partie au mariage. On l'a opéré, on lui a enlevé les trucs dans les ventres. On voit un peu, c'est mal vu en Afrique, avoir les fibromes. Donc, on la critique dans le quartier. C'est comme ça qu'elle apprend qu'on avait opéré sa copine parce qu'elle a de la famille. Elle dit, Marco, j'apprends que tu as eu une opération. C'est quoi? C'était quoi? Elle dit, oh non, j'avais eu les fibromes. Elle dit, mais c'est comment les démarches de ton voyage? Elle dit, quel voyage? Elle lui dit, ah, mais des voyages pour l'Angleterre, non? Elle dit, moi, je ne pars pas en Angleterre. Oh, comment ça? Tu ne t'es pas mariée? Vous avez changé. Il va venir vivre au Congo. Elle dit, non, moi, le mari avec qui je me suis mariée, ce n'est pas le garçon de l'Angleterre. Quand elle lui dit ça, on l'a déjà opéré des fibromes. C'est comme ça qu'elle vient lui expliquer qu'elle s'est mariée avec tonton Benoît. Elle demande, quel tonton Benoît? Elle dit, mais le monsieur avec qui tu avais voyagé tout. Ah, toi tu le connais? Elle dit, oui, oui, oui. Elle lui raconte toute l'histoire que je vous ai racontée. Elle est très étonnée. Elle dit, félicitations et tout ça. Mais moi, en Afrique du Sud, ici, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je vais demander mes renseignements, mais je crois qu'il n'a pas de femme. Parce que mon mari m'avait dit que il était veuf 3 fois. Elle dit non, il n'est pas veuf 3 fois. Il est veuf 1 fois et la 2e femme, ils ont divorcé. La 3e femme, c'est moi. Ça veut dire qu'elle lui donne une autre information par rapport à celle qu'elle avait. Elle ferme sa bouche et elle dit, ah bon, c'est comme ça, ah, d'accord. Mais moi, je ne le connais pas, je vais me renseigner parce qu'il a une grande agence. Elle dit, oui, l'agence et tout, et tout. Elle joue à la femme du boss, la femme du patron. Ça passe. Quand ça passe là, elle continue la vie. Elle ne s'appelle pas trop, ce ne sont pas les meilleures copines du monde, chacun a sa vie. Elle aussi, de son côté, à Johannesburg, on décide de l'épouser. La maman de Raphaël, son fiancé, n'est pas pour, mais on l'épouse, on la dote. On la prend, on la met dans les mariages, on l'amène à la mairie. Il se marie, elle devient la femme de Raphaël. Quand elle arrive au mariage, elle n'accouche pas. Parce que toutes les 2 filles ici partent sur 33 ans. Et elle sait qu'on a enlevé les fibromes, les myomes à sa copine.
elle n'accouche pas 1 an, et tout ça, elle commence à faire des examens approfondis. La maman de Raphaël dit à Raphaël, tu vois que quand j'avais l'intuition, je te disais, faut pas te marier à cette fille. Regarde, la fille n'accouche pas. Plus d'1 an, une jeune fille comme ça n'accouche pas. Pourquoi? La maman de Raphaël commence le problème. En attendant, elle et Mélissa, la cousine de sa copine Solange à Kinshasa, elles se connaissent, elles se fréquentent. Elles ne sont pas meilleures copines, mais elles sont dans la même église. C'est comme ça que quand sa copine au Congo commence à tomber malade, le sang anémie, le sang est fini, le sang est vidé, malgré qu'on lui a fait l'opération de fibrome qui peut te faire des saignements. Les médecins sud-africains sont dépassés, ils ne savent pas où mettre la tête. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire à cette fille-ci? Le sang anémie, elle entre de l'hôpital, elle sort de l'hôpital et tout ça. Finalement, elle entre en coma parce qu'elle manque trop de sang. Quand elle est dans les comas, là, ça fait des scandales. Sa cousine Mélissa, qui est en Afrique du Sud, apprend que sa sœur est dans les comas, elle commence les deuils. Elle commence à pleurer. Oh, Solange Nabiso, et Solange va mourir, Solange comme ci, Solange comme ça. C'est comme ça qu'elle va demander à Mélissa, qu'est-ce que se passe, qu'est-ce que Solange a? Oh, Solange est malade, elle a les anémies, elle a dit, hé, maman, Solange, là, moi, ça m'étonne. Tu sais que Solange, les messieurs avec qui elle s'est mariée, je le connais. Ce monsieur-là est mal réputé. Toi, tu ne connais pas sa réputation ici en Afrique. Elle dit non, je ne le connais pas. Elle dit non, ce monsieur-là, c'est un occultiste, il a perdu les femmes. Elle fait maman Congossa, elle raconte la vie du monsieur que son mari lui avait dit. Elle raconte ça à Mélissa. Mélissa prend son téléphone. Elle appelle les gens du Congo pour dire que, écoutez, c'est que Fifi m'a dit. Pour les maris de Solange, apparemment, le mari de Solange, c'est un sorcier. Sa famille, très énervée parce qu'elle est à l'hôpital, fait des problèmes, appelle le mari, lui envoie le message que toi, tu es en train de bouffer notre fille, tu l'as prise jeune, elle n'a pas fait d'enfant, tu es en train de lui pourrir la vie. Le mari se fâche, le mari menace, demande qui a dit ça parce que c'est faux. Ils ne disent pas. Qu'est-ce que le mari fait? Il dit qu'il les menace avec les bandits. Donc, ils disent que non, c'est connu en Afrique du Sud, toi tu as perdu les femmes, nous, tout. Il dit non, il a perdu les femmes parce que ces femmes-là marchaient dans le mariage, faisaient des incestes, faisaient des choses bizarres dans le mariage. Mais lui, il a perdu qu'une seule femme. Les autres là, il ne les reconnaît pas. Donc, les messages arrivent jusqu'à Kinshasa. Elle est au courant et tout ça. Ça se passe très mal. Solange perd la vie. Quand Solange perd la vie, ça fait un gros deuil. Elle-même, elle est dépassée, sa copine est morte et tout ça. Le mari fait un deuil en Afrique du Sud. Quand il fait son deuil en Afrique du Sud, elle part au deuil de l'Afrique du Sud. Elle arrive là-bas, sa cousine Mélissa est en train de la bouder. Elle ne comprend pas l'attitude de Mélissa. En Afrique du Sud, beaucoup de gens ne savent pas que le mari là avait une femme à Kinshasa officielle. Il était parti doté, mais il fait un deuil, ça veut dire comme si au moins 10 personnes se réunissent. Donc, elle part là-bas et tout ça. Elle part en tant qu'amie. Mélissa est au deuil là. Quand le deuil est terminé, à sa grande surprise, Mélissa est allée répéter ce qu'elle lui avait dit en secret en Afrique du Sud. Mélissa allait dire ça dans sa famille, qu'elle avait dit que le mari là, c'était un occultiste, il a son 3e mariage, il a bouffé les femmes et tout. Mélissa va dire ça dans sa famille. Sa famille est très fâchée. Sa famille va voir sa famille à elle, à Kinshasa. Que votre fille a livré son amie Solange. Donc, elle, Fifi, elle est venue d'Afrique du Sud avec son ami, Papa Benoît, avec qui ils sont dans les fétiches. Ils sont venus composer Yolande. Elle a pris Yolande, elle l'a donnée à Papa Benoît, qui l'a sacrifiée. Elle est l'amie de Yolande. Comment si elle savait que Papa Benoît, c'est un sorcier, elle a laissé Yolande sortir avec lui. Donc, elle est complice. Elle dit, Kabibi, tu vois ce qu'on dit que tu te réveilles un matin, tu avais une bonne réputation. Un matin, ta réputation change. J'ai été traitée de sorcière, mauvaise copine. J'ai vendu ma copine à mon vieux. Je te dis, le monsieur là, Dieu me voit, je l'ai connu dans l'avion, je ne le connais pas. Quand je suis allée à Johannesburg pour les deuils de ma copine, c'était la première fois que je mettais mes pieds dans sa maison. Tellement j'étais dépassée par ce qui s'était passé. J'étais même partie à ce deuil-là avec Raphaël.
Mais on a dit que moi, je suis dans les sciences, je suis dans les fétiches. Avec lui, j'ai sacrifié ma copine. Ce monsieur-là cherchait une femme à sacrifier. J'ai donné ma copine. Je savais qu'il avait perdu 3 femmes. Comment je peux les présenter, les mettre ensemble alors que je ne le connaissais pas? Elle le connaissait mieux que moi. Ça m'a troublée. J'ai commencé à vouloir me défendre. Mes parents m'ont dit de laisser tomber. Tu vas te défendre, comment dire que tu n'es pas sorcière? Ça m'a fait très mal. Mélissa ne s'est pas arrêtée. Mélissa est partie dire à ma belle-sœur de l'église, la femme d'un de mes beaux-frères qui prie à l'église. Mélissa allait lui raconter, tu as appris ce qui s'est passé au Congo. Que moi, on m'a attrapé sorcière avec une grand-mère du Congo, hein, une dame âgée du Congo, que moi j'ai sacrifié ma copine et tout, et tout, et tout. Donc ça arrive dans ma belle famille qui n'est même pas. On va dire ça à ma belle-mère qui est Karunda, qui ne veut pas de moi. C'est quelle femme que tu es parti épouser qui a déjà une mauvaise réputation comme ça. Ça me crée des problèmes, ça me fait la dépression déjà que je n'ai pas d'enfant. Kabibi, à la même période, mon mari a engrossé une sud-africaine parce que j'allais sur 2 ans et demi, je n'avais pas d'enfant. Sa maman lui foutait la pression de prendre une katangaise, une fille Karund, pendant que moi je suis mouteke, je n'accouche pas, j'ai des problèmes pour accoucher dans ma maison et on vient me rajouter les problèmes de Solange. Solange est décédée, Kabibi, la vie a continué. Après, imagine à quel point la belle famille était contre moi. Mon mari fait l'enfant à une sud-africaine qui s'appelle Pélissa. Il fait l'enfant avec Pélissa. L'enfant de Pélissa a 1 an. Kabi, imagine dans ma belle famille. On est parti leur raconter que moi je suis sorcière, je suis connue au Congo comme sorcière, j'ai des fétiches, j'ai fait je ne sais pas quoi, j'ai sacrifié ma copine et tout ça. Parce que j'avais soi-disant une boutique. Je n'avais pas de boutique au Congo. C'était la boutique de Cheryl, la fiancée de mon frère, dans laquelle moi j'avais un coin où je vendais mes cosmétiques. Mais en Afrique du Sud, les gens disent que j'avais une boutique, j'ai sacrifié ma copine, nous les filles qui allons là-bas, la vie d'aujourd'hui. Comme moi je suis soignée, je prends soin de moi à cause des produits que je vends, je fais attention, je suis sur les réseaux, les Instagram et tout ça. Les filles qui se maquillent, qui s'habillent, Kabibi, moi j'aime ça. Donc, moi, on a raconté sur moi que j'étais au courant de la mort de ma copine. J'ai fermé ma bouche parce que j'ai fait partie d'une secte avec Papa Desnois. Tout ça, là, c'est arrivé dans ma belle famille, ça m'a discrédité. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Son mari a eu un enfant avec Pélissa, une Sud-Africaine. Quand l'enfant a 1 an, tellement que le mari est troublé, qu'on lui a fait un enfant, avec moi, on part déjà sur 4-5 ans. Je n'accouchais pas. Plus la dépression de ne pas accoucher, les médicaments que tu bois, tu grossis, tu deviens bizarre et tout ça, Kabibi. Mon mari, je me dis, comme je savais qu'il avait un enfant, il y avait trop de bruit sur ça. Il me dit qu'il veut comme ça prendre son enfant le week-end et tout. Et tout. Je dis, papa, l'enfant a 1 an. L'enfant vient chercher quoi à la maison? Oh non, moi je prends mon enfant, c'est chez moi et tout et tout. Déjà dans sa famille, on m'aime pas. Je suis pas de leur ville. Je ne suis pas Karunda. Donc, j'accepte de prendre l'enfant de la Sud-Africaine Pélissa. Un seul week-end, Kabibi. L'enfant là est venu chez moi. Les week-ends, lui, il ne travaille pas. Il fait son enfant comme un trophée. Dans la maison, toi, tu n'as pas d'enfant. Les mariés, un enfant, des bébés. Il marche, piou, il tombe. Il marche, piou. Il faut enlever la couche et tout ça. Ton mari est en train d'enlever la couche. Pélissa lui a déjà montré. Ça me faisait mal. J'ai dit, si je pleure, non, je vais lui faire plaisir. Je vais tout détruire, je vais prendre sur moi. Elle ne pleurait pas. Elle a passé le week-end avec l'enfant là. Quand l'enfant rentre chez eux, apparemment, il est rentré avec une diarrhée. L'enfant ne faisait pas de bon sel et l'enfant a commencé à tousser. La maman sud-africaine là, soi-disant, elle a eu trop peur. Elle a pris son enfant, elle l'a amené à l'hôpital. Quand elle amène son enfant de 1 an et quelques mois à l'hôpital, on lui dit qu'on a détecté la maladie, on a diagnostiqué la maladie d'asthme, que son enfant a l'asthme. On a diagnostiqué ça et que l'enfant vomit et tout ça parce que seulement il y a un changement et tout. Donc, imagine qu'ils se sont levés avec sa famille pour me coller la responsabilité de la maladie de l'enfant de Raphaël. Raphaël était fâché parce qu'apparemment,
On a dit les gens comme moi qu'on a regardé sur Internet et tout ça, on a déclaré les œuvres sataniques que nous faisons. Des manques d'amour, de vendre nos amis personnels parce qu'on a peur qu'ils nous les prennent et tout, et tout, et tout. Elle a vu son histoire sur les réseaux sociaux publiée. Elle a vu sa belle famille changer de comportement envers elle. Elle dit, elle nous a appelés aujourd'hui. Cet enfant-là dont on parle, il a déjà 3 ans. La Sud-Africaine n'a pas accouché d'autres enfants et elle non plus, malgré qu'elles ont le même mari. Donc, son mari-là, il n'a qu'un seul enfant, qu'on a mis au monde pour lui par payer ça. Elle dit, Kabibi, c'est ma souffrance de tous les jours. Aujourd'hui, si je t'appelle et que mon mari change tellement de comportement et tout ça, ça me déçoit, ça m'énerve. Je travaille, je suis belle et tout ça. Notre maman qui nous a appelés ici aujourd'hui, elle n'a que 36 ans. En fait, elle aura 36 ans cette année. Elle dit, Kabibi, je suis jeune. Pourquoi je ne peux pas le quitter, aller chercher ma vie toute seule? Parce qu'elle est dans un mariage où tu es en train de vivre, d'encadrer ton mariage. Ta belle-mère vient pour te détruire, pour te parler mal, pour te rappeler tous les jours que tu n'es pas à ta place. Elle dit, elle en a marre. Elle en a marre, elle est fatiguée. Elle ne sait pas comment s'en prendre et à qui s'en prendre. Elle a partagé cette histoire pour avoir un conseil, une recommandation. Elle a partagé cette histoire pour que les gens sachent et comprennent ce qui s'est passé pendant le mariage de notre sœur Fifi. Comment elle le subit, comment on lui fait payer ça, comment elle est mal répétée, comment dans sa belle famille on pense qu'elle est sorcière, comment, tout ça là qu'elle a supporté, elle n'en peut plus. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que Fifi qui nous a contactés a envie de quitter ce mariage-là. Elle dit, ici, là, en Afrique du Sud, tu n'es pas obligé d'être marié. Beaucoup de gens ne sont pas mariés. Pourquoi je vais rester dans un mariage où déjà on pense que je suis sorcière, que j'ai abîmé l'enfant de mon mari, que quand il était venu chez moi, c'est quand il a eu ces problèmes-là, il est rentré malade, je l'ai ensorcelé. D'ailleurs, je suis connue comme sorcière. Dans les quartiers, j'avais saccagé ma meilleure copine. Tu vois un peu, moi, je porte des gens des réputations. On dit que tu en es pour quelque chose sur la vie de ton ami. Tu vas te mettre où? Elle dit, c'est ça ma vie, c'est ça mon histoire. C'est ça mon partage qui me stresse, qui m'angoisse. Que je ne sais pas si je dois continuer à vivre avec cet homme, avec notre enfant qui est en train de partir sur 2 ans. C'est tout à fait compliqué. C'est vraiment compliqué. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En vous remerciant pour vos multiples commentaires et votre présence sur la chaîne. Je vous dis merci beaucoup. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube, Kabibi Show de TV. Peace and love. Bye.